vois déjà s'il y a des gens connectés, Manon? Yes, il y a 2 personnes, Claire et Stéphane. Eh bien, très bien. Ah oui, Bonjour exact, à je vois aussi. tous. Vous voyez bien mon écran, Manon? Oui, c'est tout bon. 2 personnes viennent de nous rejoindre, Julie, Jean-Luc. Bonjour. En timing, Manon, on a jusqu'à... Alors, on a jusqu'à 13h45 pour la présentation et j'ai prévu un petit peu de temps derrière pour répondre aux questions s'il y en a. Allez, parfait, super. Impeccable. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va attendre jusqu'à 13h02 environ pour que tout le monde puisse arriver. Et puis après, on pourra lancer. Parfait. Hello Elder. On avait un peu plus de 145 inscrits ce matin. On est un petit peu en avance aussi, donc on va laisser le temps que tout le monde arrive. Tout à fait. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Il est 13h, on va attendre encore une petite minute et puis on pourra lancer tranquillement. Parfait. Ça vous va? Bien.
Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire IA et Search de l'agence WAM. Je suis Manon Guéry, je serai du coup votre modératrice aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Merci de nous avoir rejoints. Donc, comme évoqué précédemment, il y aura 45 minutes d'échange donc sur notre sujet sur les IA génératives et les relations presse, puis un temps de questions-réponses. Je suis épaulée aujourd'hui de David Elshauser, qui est président et fondateur de l'agence WAM. Bonjour à tous. Et Nicolas Vieuloup, qui a rejoint l'aventure WAM il y a maintenant 4 ans, en 2020, en tant qu'associé et directeur de WAM RP. Hello à tous les deux. Du coup, ce webinaire, il portera donc, comme je l'ai dit, sur l'essor des IA génératives dans les modes de consommation du web d'aujourd'hui. Ce qui pose bien sûr la question de comment les marques peuvent apparaître dans les textes, les conversations générées par ces technologies, et de comment les relations presse peuvent vous y aider. Donc on est maintenant 18. On va peut-être attendre encore une petite minute que tout le monde arrive. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a le moindre souci de son, d'image au cours du webinaire. N'hésitez pas non plus à poser vos questions. Je les garderai bien au chaud tout le long du webinaire et les poserai à David et Nicolas à l'issue de la présentation. Hop. Bonjour à ceux qui ont exprimé dans le chat, donc Elder, Louisa, Gisèle, bonjour à tous. Et puis on va pouvoir démarrer, si c'est bon pour tout le monde. C'est parfait. Allez, j'ai ton top départ. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, l'IA et le search, comment les mentions de marque eh bien, finalement, jouent un rôle dans, on va dire, le nouveau paradigme du search. On va y arriver plus concrètement, c'est-à-dire dans le contexte des agents conversationnels qui commencent à prendre de l'espace de plus en plus et qui surtout vont ces prochaines années prendre de l'espace dans le parcours de recherche. On va regarder finalement comment tout ça va s'articuler et surtout, est-ce que ce qui a fait la puissance des backlinks sur le SEO pendant des années, finalement, on va se transformer peut-être vers comment dire, un mouvement de fond qui est non plus une popularité des marques qui va se baser sur les liens, mais peut-être sur la mention de ces marques elles-mêmes. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, tout ça va vous paraître tout de suite beaucoup plus clair. Je vais tout de suite passer la main à Nicolas d'ailleurs. Nicolas, il faut que tu actives ton micro, on ne t'entend pas. Il faut juste cliquer dessus. Oui. Hop. Tu as bien le logo vert sur le micro, Nicolas? Oui, c'est peut-être les écouteurs qui changent quelque chose. Alors, pardon pour ce petit cafouillage. C'est pas grave, je vais enchaîner le temps que le micro se mette à jour, pas de problème. Donc, pourquoi un tel sujet ? En fait, Brand Mentions are the new backlinks, ça a été une déclaration assez tonitruante de Brittany Muller, qui est spécialiste du SEO et surtout de l'IA, durant un événement SMX aux États-Unis, et qui a été la première finalement à initier le sujet et à expliquer
que justement il y avait un lien entre les deux, en allant décortiquer finalement le fonctionnement des modèles de langage. Et c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau d'ailleurs, parce que John Mueller, pour celles et ceux qui connaissent le SEO dans l'assistance, John Mueller, qui est spécialiste des relations qualité du moteur de recherche avec les SEO, a dès 2021 exprimé tout son intérêt pour les relations presse dans le cadre d'une stratégie de visibilité contre ou versus, on va dire, le link building, c'est-à-dire le fait que les SEO soient systématiquement focalisés sur l'achat de liens, sur l'échange de liens historiquement pour le SEO. Ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a probablement un intérêt pour les SEO à s'intéresser de plus près à ce que les relations presse peuvent apporter à une stratégie de visibilité organique, par la façon dont tout ça est articulé, et notamment en s'appuyant sur du contenu de qualité émanant de la marque et trouvant sa destination sur des médias qui sont le bon endroit, la bonne plateforme pour rencontrer le bon public, selon la qualité du ciblage que fait la marque des différents médias. Et c'est pas nouveau, parce que Bill Slawski, qui est un SEO très connu, alors qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années à cause du Covid, Bill Slawski, en fait, qui était très connu dans la communauté SEO pour déposer des brevets, pour décortiquer les brevets déposés par Google notamment, et lire dans l'algorithme et les algorithmes de Google, et bien en fait nous parlait déjà de l'importance des relations presse digitales, dans le prolongement de ce que nous disait John Mueller, comme étant un vrai pilier pour le SEO organique. Et tout simplement parce que Google a un intérêt particulier pour les médias, une mise en avant particulière à travers son moteur de recherche, et surtout, si on parle EEAT, on y reviendra, ce fameux quadriptyque qui fait la qualité des résultats dans Google, finalement, une présence dans les médias coche, pour ainsi dire, un petit peu toutes les cases. Voilà, donc les RP, dès 2021, John Mueller d'un côté, Bill Slawski de l'autre, nous disait, mais c'est un levier majeur et reconnu. Et en fait, on devrait s'y intéresser en tant que SEO, sauf que les SEO ne sont pas vraiment habitués à ça, parce que tout simplement, c'est pas exactement la même discipline. Là où un SEO s'intéresse aux pages d'un site web, un RP s'intéresse à la communication. Par contre, un problème. On entend des bruits à un micro. En fait, les RP s'intéressent à la marque, les RP s'intéressent à l'écho de la marque et à son rayonnement. Il y a probablement là quelque chose de concret à faire, finalement, en dressant une passerelle entre les deux. Est-ce qu'on t'entend, Nicolas ? Je pense que oui. Eh ben voilà, je te repasse la main dans ce cas. Voilà, ça rend modeste, comme par rapport au sujet de l'IA. Donc, ce qui est intéressant avec justement l'émergence de l'IA sur les sujets de la visibilité de marque et slash les RP, c'est que concrètement, on change de paradigme, mais on change totalement de logique. Alors, on parle de logique inversée parce que finalement, ici, plus encore qu'avant, tout part de la question qui est posée par l'utilisateur. En réalité, si on s'intéresse au LLM, on se rend compte que finalement, on ne propose plus une liste de réponses potentielles ou hypothétiques à une question qui est celle de l'utilisateur.
où on va avoir le choix entre des dizaines finalement de liens qui renvoient vers potentiellement ce qui nous intéresse, mais on va avoir une seule et même réponse qui est basée sur des sources qui sont considérées comme autoritaires, pertinentes, fiables. Et c'est là où l'intérêt des RP se trouve. Si on prend l'exemple que vous avez sous les yeux qui défile, qui est celui d'un client qui s'appelle deuxièmeavis.fr, qui propose des avis, un avis médical, un deuxième avis médical en cas de pathologie un peu sérieuse ou un peu grave. Si vous interrogez l'intelligence artificielle, enfin là en l'occurrence c'est Gemini, sur la possibilité d'avoir un deuxième avis médical, on va vous renvoyer, on va vous expliquer ce que c'est qu'un deuxième avis médical, comment obtenir un deuxième avis médical, et vous sourcez tout ça. Et ici, le bon exemple, c'est que on retrouve en bas de page les deux sources qui nous intéressent. La première qui renvoie vers le site du client, et la deuxième qui renvoie vers Matmut, qui est un partenaire du client, qui est accessoirement aussi un autre client de WAM. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, la marque deuxième avis est bien identifiée au deuxième avis médical et est bien identifiée comme une source vraiment pertinente et fiable. Ensuite, on peut aussi s'intéresser à, finalement, vouloir en savoir davantage et s'intéresser à quels sont les avis des utilisateurs à ce sujet. Et de la même manière, on va pouvoir trouver un certain nombre d'avis qui sont issus de différentes sources, y compris d'ailleurs du site lui-même, hein, on le voit ici. Donc les avis des patients, voire des médecins, qui sont proposés. De la même manière, on peut s'intéresser à voir où est-ce qu'on a des couvertures presse qui viennent nourrir la bête, on va dire. Et de la même manière, là, on va avoir la liste non exhaustive, mais d'un certain nombre de retombées presse avec les sources, la date, l'heure, etc. Et donc, c'est quelque chose qui vient encore finalement démontrer la pertinence d'une action RP pour soigner sa visibilité, et la meilleure façon finalement d'intégrer la logique de l'IA dans ses RP et dans sa stratégie de marque. Alors justement, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des modèles de langage. On parle d'intelligence artificielle, on parle de modèles de langage. Et pourquoi, en introduction, on disait que finalement, les médias pouvaient jouer un rôle, et la présence de la marque dans les médias dans le cadre des modèles de langage. Eh bien, un modèle de langage, en fait, il faut savoir que c'est un modèle formé sur d'énormes quantités de textes provenant d'Internet, de livres. Dans le cadre de Gemini, on sait que Google, ayant à peu près scanné tous les livres des bibliothèques nationales du monde, ou presque, eh bien, ces données permettent aussi d'entraîner le modèle de langage derrière Gemini, d'articles et d'autres sources autoritaires permettant d'apprendre finalement une vaste gamme de langages, de styles aussi, de contexte et donc d'informations. Il faut savoir que les principaux modèles de langage qui sont aujourd'hui disponibles, que ce soit sur Gemini, Facebook ou donc Meta, pardon, et puis GPT, sont de la taille du web. Ils vont, par exemple, même prendre en compte toutes les vidéos YouTube et tous les audios qui sont visibles dans les vidéos YouTube. GPT, pour l'anecdote, avait créé Whisper, OpenAI, qui vient finalement transcrire tout le contenu dans les audios de YouTube. Donc, toute la masse du web est totalement mangée pour apprendre du langage humain. Et si votre marque est présente dans les contenus qui nourrissent les modèles de langage, mais si possible les plus autoritaires, et j'insiste là-dessus, eh bien vous augmentez vos chances d'être présent dans le search conversationnel. Parce qu'il y a bien une notion d'hiérarchie, et on va y revenir un petit peu plus tard. En fait, si on regarde un petit peu plus près comment on peut agir là-dessus, sur ces contenus qui sont pris en compte par les modèles de langage, il faut distinguer deux types d'actifs marketing pour votre marque. Il y a bien sûr, et ça paraît très simple, mais les contenus qui sont présents sur les sites de votre marque, ou les sites ou le site de votre marque, avec une page à propos qui est parfaitement remplie, mais extrêmement granulaire, structurée,
sur qui vous êtes, vos actualités, vos chiffres, voire vos résultats financiers, vos publications, notamment presse, blog, catalogue produits, podcasts, vidéos, PDF, etc. Ça paraît très simple, mais les basiques du SEO sont finalement la première pierre pour les modèles de langage. Mais on verra que ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il s'agit à la fois d'avoir un langage harmonisé entre finalement tous vos contenus disponibles sur votre site, mais aussi des messages qui soient synchronisés, c'est-à-dire qu'on y retrouve absolument les mêmes informations, mais pas des informations contradictoires. Et surtout, ce qui est nouveau, parce que sur le SEO, c'était d'abord les éléments de votre site web qui étaient pris en compte. Avec les modèles de langage, il y a aussi et surtout tous les contenus qui concernent votre marque, mais à l'externe. C'est-à-dire vos prises de parole en communiqué de presse, en interview, en tribune, des études, des livres blancs, voire des livres qui ont été publiés sur différentes plateformes, et en particulier tout ce qui se dit sur votre marque dans les médias, puisque les médias on va le voir, sont en haut de la pyramide hiérarchique des informations les plus importantes. Également les réseaux sociaux qui se retrouvent à l'externe et qui parlent de votre marque. C'est pour ça que je parlais de synchronisation ou de synchronicité. C'est-à-dire que si vous mettez des chiffres ou vous parlez de votre marque d'une certaine manière avec certains messages, il faut qu'on puisse les retrouver en temps réel, ces mêmes messages, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a tout ce que vous maîtrisez moins, les avis clients, mais aussi les discussions dans les forums, etc., qui sont des lieux où on parle beaucoup des marques, des expériences de clients. Et c'est là que les modèles de langage vont également finalement nourrir leur apprentissage pour aller donner la bonne réponse lors des conversations aux utilisateurs des différents copilotes, Gemini, Copilot et autres outils. Et si on s'intéresse d'un petit peu plus près à ce qui nourrit justement les modèles de langage, regardez par exemple pour Google Bard, qui est la première version de Gemini, eh bien, le modèle de langage qui était derrière, qui s'appelait Palm 2, était à 50% finalement construit et nourri de dialogues discussions entre humains, entre pairs, sur des forums de discussion type Reddit, Quora. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Google a passé un partenariat exclusif avec une mise en avant des discussions forums de Reddit dans Google. Et ça date du début de l'année. Il y a un autre point sur lequel je souhaite insister, c'est Wikipédia, qui a près d'un quart pour le dataset de Bard, était le principal fournisseur, pour un quart en tout cas. Donc Wikipédia, une base de données fiable, de connaissances. Et puis pour presque un autre quart, c'est la base C4. Et la base C4, il y a exclusivement des médias dedans. Aux États-Unis, c'est Forbes, c'est Washington Post, Financial Times, New York Times, ce type de contenus finalement qui sont en fait des médias qui font autorité. On commence à voir là tout l'intérêt d'être présent là où finalement vont prendre racine les connaissances pour alimenter les discussions de ces modèles de langage. Ce que l'on veut dire, et c'est mon message ici, c'est que dans ce contexte, ce sont surtout les marques reconnues dont on parle dans les forums, sur Wikipédia, dans les médias, qui sont dignes de confiance en fin de compte pour le consommateur et qui vont tirer leur épingle du jeu. Et je vous montre ici par exemple sur google.com aux États-Unis comment Google est en capacité de reconnaître une marque. Si vous tapez meilleure assurance auto aux États-Unis, Google vous montre déjà à travers son knowledge graph comment il reconnaît des assurances à travers Best Auto Insurance, mais aussi la fonction Related Searches, ou si je tape par exemple marque outdoor ou de maillot de bain par exemple, il va vous dire tiens, voilà les meilleures marques pour votre requête des maillots de bain. Et en fait, il aura reconnu que ce sont des marques
Et c'est à travers notamment ces éléments, le Knowledge Graph, Wikipédia et les médias notamment. Et justement, pour aller un petit peu plus loin dans l'explication technique qui permet de prouver que les médias ont une place importante et surtout que c'est l'apanage des marques d'être cités dans les conversations, on va s'intéresser à un élément du modèle de langage de Google et d'ailleurs de tous les modèles de langage, qui est un système de contrôle qualité, on va dire ça comme ça, qui s'appelle le RAG. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous n'êtes pas obligé de le retenir. C'est la génération augmentée par récupération qui est présent dans tous les modèles de langage. En fin de compte, les modèles de langage ne régurgitent pas l'information telle qu'ils la retrouvent. Ils ont, pour ainsi dire, un système de contrôle qualité qui va consister à optimiser le résultat de leur modèle de langage. Donc, c'est un sas de sécurité, pour ne pas dire n'importe quoi, on va dire ça comme ça entre nous, et donc qui fait appel à une base de connaissances fiable externe aux sources de données utilisées pour l'entraîner avant de générer une réponse. Si on le schématise, celui de Google est très probablement le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, en fait, c'est une base de connaissances générique qui cartographie sémantiquement toutes les entités qui construisent notre monde, tout simplement. Ce sont des faits, des lieux, des choses, des événements, des personnalités, tout simplement. À droite, j'ai essayé de le schématiser. Si on met votre marque au milieu de ce Knowledge Graph, mettons une marque qu'on connaît tous, c'est par exemple Nike, eh bien, on sait qui est le fondateur, on sait qui est l'organisation parente, quels sont leurs produits, s'ils prennent la parole dans des événements, qui sont les personnes qui font cette marque, est-ce qu'ils ont eu des prix, est-ce qu'ils ont un site ou des sites, est-ce qu'ils prennent la parole dans des podcasts, etc. Tout ça est cartographié et permet à Google de comprendre qui est cette marque. Évidemment, la marque Nike est présente dans le Knowledge Graph. Le meilleur moyen de savoir si on est dans le Knowledge Graph, c'est de taper sa marque dans Google et de voir si on est cité par Wikipédia dans un graphique de connaissances. Et en fait, ce qu'on a compris à travers différents essais dans Gemini, c'est que le schéma que vous avez à droite est très probablement celui utilisé pour Gemini, c'est-à-dire que quand vous tapez votre requête, le large modèle de langage à un contexte va remonter une réponse, mais avant de vous remonter sa réponse, il va valider dans le Knowledge Graph la véracité de tout ou partie des éléments qu'il a présélectionnés avant de vous répondre. Et il va les pondérer en fonction de la présence dans le Knowledge Graph. Alors, pourquoi je dis que c'est très probablement le cas pour Gemini? Parce qu'en réalité, ce système de Knowledge Graph est déjà utilisé en RAG, en contrôle qualité, pour le RAG de Google Vertex, qui est la plateforme de machine learning fournie par Google Cloud. Donc, il n'y a qu'un pas pour penser que c'est probablement le socle de vérification et de contrôle pour Gemini, tout simplement. Donc, en résumé, si Google dispose d'un dossier qui est détaillé sur votre entité de marque, puisqu'en réalité, toutes les marques sont des entités pour Google, et ses relations avec d'autres entités dans le Knowledge Graph, il peut en toute confiance établir des correspondances importantes. Et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir plus de visibilité dans les pages de résultats de recherche de Google, dans Gemini, dans Google Search Generative Experience, qui va arriver bientôt en France et qui est déjà partiellement déployé aux États-Unis, et Discover, et tous les autres espaces de l'écosystème Google. Et c'est vrai aussi pour Bing GPT, puisqu'ils disposent de leur propre système de vérification qui est appelé Prometheus d'ailleurs. Voilà, et si je vous donne un exemple concret, lorsqu'on interroge Copilot de Microsoft sur tout simplement une question qui est « Que peux-tu me dire à propos de l'agence SWAM ?» Eh bien, le texte que vous avez sous les yeux, en tout cas jusqu'à 2021, est parfaitement à jour, il est parfaitement clair. Étant le dirigeant de WAM, je peux vous dire qu'il est carré. Et en fait, on voit qu'il se base sur notre site, qui se base notamment sur le progrès
mais aussi sur Smart Entrepreneur, par exemple, qui est notre banque d'affaires, qui nous a permis de lever des fonds et qui m'avait demandé une définition ou une présentation de l'agence WAM. À droite, si je demande qui est David Eicholzer, le fondateur, donc moi-même, sachant que je ne suis pas très connu, ou pas connu du tout d'ailleurs, et bien finalement, il se base sur notre site et aussi des prises de parole, donc tribune, interview sur Epitech, l'école, mais aussi une présentation, une biographie sur les Échos, la partie solution des Échos, donc qui s'appuie totalement sur les médias. À partir du moment où vous maîtrisez le discours de votre marque sur les principaux médias qui viennent s'entraîner, qui viennent entraîner les modèles de langage, vous commencez à maîtriser le message. Mais c'est à vous de fournir les preuves que vous êtes la référence, la marque faisant autorité dans votre secteur. Et encore une fois, c'est là que les médias jouent un rôle particulier parce que, au final, ils se situent en haut de la pyramide des contenus qui viennent nourrir les modèles de langage, comme je le montrais tout à l'heure à travers le schéma pour Palm 2 et Google Bard. Donc, c'est une source d'apprentissage qui est extrêmement qualitative pour les IA, d'abord parce que les sources d'information sont vérifiées. Les médias comme Le Monde, par exemple, sont pris particulièrement en exemple par OpenAI, tout simplement parce que les informations sont vérifiées, les sources sont vérifiées, c'est un travail journalistique de qualité, et notamment stylistique, bien sûr, en termes d'écriture, mais notamment et surtout en termes d'informations prises en source. Pourquoi je vous parle du Monde ? Parce qu'en début d'année, Le Monde a signé avec OpenAI en fait un partenariat qui à la fois porte sur l'entraînement du modèle de langage, mais également une mise en avant des sources avec un logo notamment donc de Le Monde et bien sûr sur toute l'histoire des articles du Monde. Donc, depuis que le monde existe, les modèles de langage peuvent s'appuyer sur ces sources pour s'entraîner. AFP et OpenAI sont en train de négocier également pour ce genre de choses. El País en Espagne, qui est un peu le pendant du Monde, a signé avec OpenAI. Reddit aux États-Unis, qui est le gros forum US, a signé avec Google Gemini. Et en Allemagne, toujours, vous avez Axel Springer, le grand groupe de presse, qui a signé avec OpenAI pour justement proposer une qualité d'information d'une part et une qualité de modèle de langage d'autre part. Donc en fait, on a eu une première phase qui était une phase brouillon, qui consistait à manger tout le web pour apprendre et commencer à faire de la conversation à peu près acceptable. Et puis, on est dans une deuxième phase aujourd'hui qui consiste pour les modèles de langage à passer des accords rémunérés, bien sûr, avec des grands médias pour autoriser finalement l'utilisation de ces contenus, puisque vous savez que le New York Times, par exemple, est en procès avec OpenAI, n'ayant pas autorisé l'entraînement d'OpenAI sur les données du New York Times, quand Le Monde l'a autorisé en passant un accord. Voilà, ce sera intéressant de suivre. Mais donc, on voit bien que la suite pour ces modèles de langage, c'est d'accéder à l'information la plus fiable possible pour déplafonner finalement un plafond de verre aujourd'hui, qui est la qualité des contenus. Je voulais faire juste une rapide page de publicité pour l'agence WAM, parce qu'on ne l'a pas fait en présentation. Ça durera 30 secondes. C'est simplement pour vous dire que l'agence WAM est une agence de visibilité naturelle, qu'on existe depuis 2008, que nous avons 5 bureaux en France et que justement nos métiers sont basés sur une approche étendue de la visibilité organique. Bien sûr, le SEO, techniquement, on a une agence éditoriale et de production de contenu et de stratégie de contenu intégrée, également relations presse, représentée par Nicolas. Et puis, bien sûr, nous avons une partie IT,
en interne, qui nous permet aussi de faire des travaux sur l'IA et de mesurer à travers la data tout ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà, c'était simplement pour vous rappeler qui nous étions et ce que nous faisons depuis 2008, donc des spécialistes de la visibilité organique. Je voulais finir avant de passer la parole à Nicolas sur la partie purement technique, SEO. Vous dire que le concept EAT qui fait aujourd'hui le jeu de la qualité des résultats de recherche de Google s'est beaucoup renforcé ces derniers mois. Donc EAT, pour rappel, c'est le cadre qui, encore une fois, ce n'est pas un algorithme, mais c'est un cadre qui permet à Google d'orienter tous ces algorithmes. Ils doivent permettre d'assurer la meilleure expérience aux utilisateurs à travers les contenus. Alors, je vais envoyer un petit message à David qui a eu un problème de connexion, j'imagine. Hop. Il se reconnecte tout de suite. Il arrive. Décidément. Ouais, ça arrive parfois, je suis de retour, ça arrive parfois avec la plateforme. Hein. Hop, de temps en temps, ça lag un peu. Voilà, vous m'entendez bien? Oui. Allez, parfait. Il faudrait que tu repartages ton écran, s'il te plaît, David. C'est ce que j'ai fait. Alors, on ne le voit pas encore, en tout cas. OK. Est-ce que tu pourrais... Hop. Oui. Hop. C'est tout bon, normalement. C'est tout bon? Ça reprend. Okay. Parfait. Oui, EAT est un cadre qui oriente tous les algorithmes de Google. Le premier étant, lorsque je lis un contenu dans les résultats de recherche, est-ce qu'il finalement relate d'une expérience d'un utilisateur avec les produits ou les services de ma marque et qui permettent, moi, de me projeter demain avec ce service ou ce produit. En termes d'expertise, il faut la prouver. Et est-ce que finalement, l'entreprise qui a produit le contenu, qu'il soit vidéo, audio ou textuel, ou même visuel, encore une fois, est-ce qu'il prouve une expertise par la qualité des auteurs qui prennent la parole, qui sont identifiés pour la marque? Est-ce que la marque qui prend la parole fait autorité? Et là, il s'agit de diffuser cette autorité en prenant la parole dans les médias, mais il s'agit de la mériter aussi. Est-ce que les médias, naturellement, parlent de la marque comme étant une référence dans son domaine? Et enfin, la fiabilité, là aussi, la mériter, et c'est le plus difficile à obtenir avec l'autorité, c'est la réputation de votre marque à travers les avis clients. Pourquoi je vous parle de ce concept EAT? Parce qu'une prise de parole dans les médias, c'est justement la partie autoritaire et c'est la partie la plus difficile à obtenir. Par le passé, on le sait, en SEO, finalement, comme c'était difficile d'obtenir des liens, les SEO ont créé la vente de liens. Et il y a tout un marché gris qui s'est finalement créé autour de la vente de liens et c'est comme ça que vous avez obtenu des plateformes de vente de liens. Le problème, c'est que si on s'en tient, je ne le juge pas, mais si on s'en tient à travers les guidelines de Google, ça n'est pas autorisé. On sait tous que ça a pu fonctionner puisque des plateformes ont émergé, mais aujourd'hui, le jeu se durcit à travers les différents algorithmes et updates de qualité des algorithmes de Google avec ce cadre EAT et qui nous disent si vous continuez à acheter des liens, a priori, ça n'a pas trop d'avenir. Le sujet, c'est prenez la parole dans les médias et a priori, si vous avez une mention, vous serez une source autoritaire incontournable. Et nous, Google, ce qu'on demande aux marques, au SEO et aux marques, c'est justement de construire une marque et pas d'acheter des liens. Donc, à partir du moment où vous êtes présent là où prend la racine d'entraînement de notre modèle, eh bien, a priori, vous serez plus mis en avant. C'est quand même un jeu un peu différent. Vous pouvez tout à fait acheter un publi-reportage dans un média, ça probablement que ça jouerait un rôle, mais vous l'avez compris, la prise de parole naturelle
ou plus elle est, comment dire, méritée et non manipulée, notamment par l'achat, plus elle aura du poids, tout simplement un poids pour le modèle de langage. Et d'ailleurs, la notion de lien implicite, donc de mention, en fait, c'est intéressant de se rappeler qu'elle existe depuis 2014. C'est-à-dire que on ne jurait dans le SEO depuis l'émergence du SEO, début 2000, que par la présence d'un lien express, un lien hypertexte, follow, vu par le moteur qui pointait vers ma marque pour dire « Ok, ça joue pour le SEO ». Et en réalité, depuis 2014, Google avait déposé un brevet remonté par Bill Slawski et remonté aussi par Rand Fishkin, un des papes du SEO aux États-Unis, pour dire qu'en réalité, la référence à une ressource cible, quand bien même elle n'a pas de lien, vaut aussi pour un lien implicite et est parfaitement valable. Encore une fois, ça a 10 ans. Ça montre bien que Google est parfaitement capable de repérer une mention de marque. Et donc, il faut savoir que dès lors que vous obtenez une publication par un journaliste dans un média, le plus souvent, vous n'aurez pas de lien parce qu'ils connaissent parfaitement la valeur de ce lien. Et d'ailleurs, et Nicolas pourra m'appuyer, leur vocation n'est pas de faire la publicité d'une marque. Ils peuvent éventuellement la mentionner. Ce qui est important, c'est l'information qui est derrière. Le lien étant apparenté possiblement à de la publicité, ils n'en font pas, tout simplement, la plupart. Voilà pourquoi vous n'obtenez pas de lien. Mais voilà pourquoi ça n'est pas un problème, puisque la mention de marque vaut pour un lien implicite. Je te laisse la main, Nicolas. Oui. Alors donc, c'est de la même manière, les digital RP, c'est quelque chose qui est déjà quelque chose de présent depuis, en filigrane depuis une bonne dizaine d'années. La question de comment on intègre les RP justement dans cette stratégie SEO ou de visibilité organique. Là, c'est un article qui était particulièrement intéressant qui a été écrit donc récemment, parce que ça date de l'automne. Et qui a été écrit par Andrew Holland et qui insistait justement une nouvelle fois sur le poids des RP, des digital RP sur les stratégies SEO à l'avenir et en émettant une nouvelle fois l'hypothèse que ces fameuses mentions issues du travail des RP pourraient éventuellement venir dépasser ou en tous les cas, j'ai toujours du mal avec des propos un peu catégoriques comme ça, mais disons que la seule source des liens ne peut plus se justifier que probablement que le poids des mentions qui était contesté jusqu'à peu ne le sera déjà plus et surtout deviendra quelque chose d'absolument incontournable dans des stratégies de visibilité naturelle. Ensuite, si on s'intéresse finalement à pourquoi on devrait intégrer les RP dans une stratégie SEO. En fait, on aurait peut-être dû appeler ça une stratégie de visibilité de votre marque plutôt que SEO, si on avait voulu être un peu plus général, on va dire. Moi, ce que je trouve intéressant quand on aborde ce sujet-là, c'est déjà d'expliquer ce que c'est que les RP, parce que la plupart du temps, les personnes que j'ai en face de moi ont une notion assez floue de ce que peut être mon métier. Et ce sur quoi j'aime insister, c'est que tout ce qu'on fait est fait dans une dimension qui est organique, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas, c'est pas des liens qu'on achète, c'est pas de la visibilité qu'on achète, on ne fait pas de pub, on ne fait pas d'échange de liens, il n'y a pas de transactionnel là-dedans. La raison pour laquelle les contenus qu'on propose aux journalistes sont repris, c'est parce qu'ils sont bons et intéressants pour leurs lecteurs. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Donc on est dans une démarche organique. La deuxième chose, c'est que on a simplement 4 objectifs qui sont recherchés: la visibilité, la notoriété, la crédibilité et l'autorité. Ça, c'est vraiment des choses qui me paraissent essentielles. Donc, c'est gratuit, entre guillemets, et de qualité, ce qu'on fait. J'aime insister aussi sur le fait que la visibilité, par le biais où on le prend ici, consiste à construire et maîtriser et mériter la visibilité qu'on va réussir à obtenir, d'où ce terme de deserved media
que j'ai pu commettre il y a quelques temps de ça, hein, parce que cet article-là, je crois qu'il date de 2021, comme quoi le sujet n'est pas si nouveau que ça. Et donc, j'insiste vraiment sur le fait que tout ce travail-là, il se veut constructif, qualitatif et dans une volonté d'être à la fois pérenne. Des liens ou des mentions sur Google dans un article autoritaire, dans un média autoritaire, c'est la garantie d'une visibilité sur du long terme et surtout durable, parce que finalement, on n'est pas dans une optique de produire au kilomètre des choses d'une qualité assez contestable qui n'apportent pas grand-chose à ceux qui les lisent. Si on s'intéresse maintenant, je vous disais que la démarche n'est pas nouvelle, hein. Ici, on est face à un tableau de bord qu'on utilisait il y a déjà, vous voyez, il y a quelques années pour un client qui était dans le domaine du financement dans l'immobilier. Et on était vraiment sur une stratégie qui visait à la fois à mesurer les mentions et les liens, donc comme quoi les deux ne sont pas forcément antinomiques, et donc avoir cette optique en tête. Aujourd'hui, si on passe à la slide suivante, on peut regarder ce qu'on fait pour un autre client qui est dans un domaine différent, qui est dans la finance. C'est à peu près la même logique avec des éléments qui sont, je dirais, un petit peu plus précis, qui tiennent compte à la fois évidemment de la mention ou du lien, mais qui tiennent aussi compte de l'autorité des sites qui sont adressés et qui reprennent les articles qui ont été le fruit de notre travail, les tribunes qu'on a pu commettre pour nos clients, etc. Alors, on est passé rapidement tout à l'heure sur un exemple de tribune qu'on a pu publier dans la tribune, justement, et qui est une excellente démonstration, on pourra peut-être y revenir, une excellente démonstration de l'impact du travail des RP sur l'IA. Donc ça, c'est une tribune que j'ai rédigée pour un de nos clients, enfin avec son aide évidemment, hein. C'est ses idées, pas les miennes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet assez complexe, hein, sur l'intérêt de faire appel à un CAC quand on est une scale-up. Et du coup, on a posé la question, il a été publié donc dans la tribune le matin. 2 heures après, je fais cette requête sur Gemini, lui demandant l'intérêt de faire appel à un CAC pour une scale-up. Il reprend exactement à quelque chose près l'argumentaire de la tribune. Donc ça me surprend d'abord. Et puis ensuite, je vais jusqu'en bas de la page, je crawl et je me rends compte que sa seule source pour répondre à ma question, c'est l'article en question. 3 heures après, donc la publication dans le média La Tribune. Donc, au travers de cet exemple-là, alors je sais qu'il y a encore plein de questionnements, il y a plein d'opportunités à saisir. Évidemment, on est au début de la chose et c'est un sujet de niche, on va dire, mais ça démontre justement toute la puissance de la chose. Voilà, on peut revenir à la suite. Donc, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les RP, c'est évidemment pas la panacée. Sur les sujets de l'IA, comme je l'ai déjà fait sous-entendre, on en est au début, donc il y a des convictions, parfois pas que des certitudes. En tous les cas, c'est bien de ne pas non plus être trop sûr de soi sur ces sujets-là, parce que parfois on se trompe. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain, et ça c'est notre conviction depuis le début, hein, c'est-à-dire que les RP sont une excellente corde à notre arc, à côté de la technique, de l'édito, voire même du netlinking, hein, si c'est bien fait et proprement et avec une optique bien identifiée et des méthodes tout à fait recevables, c'est pas forcément antinomique. Bon, même si nous on le pratique pas, faut pas non plus cracher sur des choses qui fonctionnent et qui ont démontré qu'elles peuvent fonctionner. Ensuite, les RP, c'est pas forcément non plus quelque chose qui ne va concerner que des très grosses entreprises, loin de là. Une grosse partie de nos clients, c'est des PME, des ETI, hein. Et donc, c'est des budgets qui sont finalement assez accessibles par rapport à des campagnes d'AdWords, hein, par exemple. On est sur une dimension, c'est souvent 3, 4, 5, 10 fois moins cher. Et même pardon Nicolas, mais même des campagnes de liens en réalité. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a certains clients qui sont en train de faire des tests ou voire de tourner Kazakh, hein, sur ces sujets-là. Surtout, c'est un sport de fond. C'est comme une campagne de pub. La publicité, on vous répète souvent qu'il faut multiplier les campagnes et de la régularité pour que ça fonctionne. En RP, c'est exactement la même chose. Ça se construit. Ça ne veut pas dire qu'il faut des années avant d'avoir des résultats,
Mais en revanche, si vous faites une campagne de RP pendant 3 mois, que vous arrêtez après pendant 2 ans, vous recommencez à zéro la fois suivante. Voilà. Et ce qu'il y a de certain, c'est qu'on va combiner des retombées qui sont qualitatives et quantitatives. Moi, ma préconisation, c'est quand même de toujours favoriser le qualitatif au détriment du quantitatif. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux avoir 2 bonnes reprises presse que d'en avoir 10 qui ne servent pas à grand-chose. Voilà. Ça paraît un peu évident, mais ce n'est pas toujours facile à vendre quand vous devez faire un reporting à votre page. Pourquoi une reprise presse ou 2 reprises presse, c'est mieux que 10 petits canards, quoi. Voilà, ça c'est le type de reporting. Je vous dis, on est capable de restituer et de mesurer un peu l'impact de nos actions. Ça, c'est quelque chose d'assez important à nos yeux, de ne pas juste dire on vous propose un budget, puis on calcule juste des retombées, un équivalent publicitaire. Ça, c'est des RP à la papa, comme on dit, mais ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas légitime d'un point de vue purement métier en termes de mesure. Ce qui est intéressant ici, c'est une campagne, je n'ai même pas caché le nom de l'entreprise, c'est une campagne qu'on a fait sur le dernier trimestre 2023 pour une entreprise, sur une étude qu'on a fait, qu'on a publiée, enfin qu'on a réussi à faire reprendre dans beaucoup de médias. Donc sur un espace de 3 mois, vous voyez que ça, c'est intéressant parce que du coup, on a une grande variété de médias, une grande variété d'audiences aussi en face de ça, qui correspondent aux cibles qui étaient adressées par notre client, et donc quelque chose qui fonctionne très bien. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi de regarder la slide suivante, qui, elle, met en lumière l'impact que ça a au travers de l'IA, justement, en s'interrogeant sur les études disponibles sur Google, s'il y a des études qui sont disponibles sur le sujet, qui est le sujet évidemment de l'étude dont on parle ici, sur le sujet de la parentalité en entreprise. Alors, ils ne sont pas les seuls à avoir publié des études, mais en tous les cas, ils ressortent systématiquement à côté d'autres études particulièrement pertinentes de DY ou du gouvernement. Et surtout, la source principale de la réponse qui est mentionnée, c'est celle du client. Ouais. En fait. Donc, non seulement dans l'immédiat, on répond à la problématique du client qui est d'être visible et de faire savoir, et dans un deuxième temps, on se rend compte qu'on répond aussi à la problématique de celui qui fait la recherche sur Internet par le biais d'un LLM, ici une nouvelle fois Gemini, et donc la boucle est bouclée d'une certaine façon. Exactement. Et je crois qu'on a à peu près respecté le timing pour laisser place à des questions. Merci beaucoup, Nicolas. Compris. Désolé pour un petit problème de micro. Pas de problème. Pas de problème. Effectivement, on a très bien respecté le timing. On est 49. J'avais prévu jusqu'à 45, donc c'est nickel. Donc, David, Nicolas, j'ai sélectionné quelques questions issues du chat que je vais vous poser tout de suite. Hop. Donc, on revient un petit peu en arrière sur votre présentation, puisque c'était dans les premières slides, mais Christopher demandait est-ce que tous les réseaux sociaux sont concernés ou prioritairement LinkedIn et Twitter X aujourd'hui? En réalité, c'est toute la partie publique, crawlable des réseaux sociaux qui finalement va continuer à nourrir les modèles de langage, sinon ils ne sont pas autorisés à y rentrer. Par exemple, LinkedIn est crawlable, ou en tout cas la plus grande partie. X est crawlable puisque X fait même partie des réponses instantanées de Google. Si par exemple je tape l'agence WAM, et que j'ai pris la parole le matin sur Twitter, sur X, pardon, vous savez, vous avez un encart spécifique Twitter, X. Et en fait, il est utilisé. De la même manière, pour la partie publique Instagram, voilà. Du moment que vous prenez la parole sur la partie publique indexable, ça fonctionne et ça vient nourrir les modèles de langage. Donc ça, vous pouvez simplement le vérifier, quel que soit le réseau social, en tapant dans Google site, SITE, Instagram.com par exemple, et puis vous tapez espace et votre marque, et en fait vous voyez si les contenus de votre marque sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur X ou quel que soit TikTok même, si la partie publique sur votre marque est effectivement indexée, et si c'est le cas, vous pouvez être sûr que ce qui s'y trouve
va être monté par Gemini, par exemple. Et il y a fort à parier que ce soit le cas également pour GPT, mais bien sûr, chacun a son modèle de langage et chacun va fine-tuner les résultats, même si globalement, ils ont un nombre de paramètres qui correspond pour Gemini et pour ChatGPT à la taille du web. Donc, normalement, tout y est. Il peut y avoir des différences. J'espère que j'ai répondu. Merci David. Et il y a Jean-Luc également qui a posé une autre question. C'était l'exemple, suite à l'exemple cité avec Gemini, qui cite du coup les sources avec l'URL. Qu'est-ce qu'il en est de ChatGPT et d'autres services de génération de texte qui ne sourcent pas, par exemple C'est l'exemple de deuxième avis, ça. C'est ça au départ? Oui, c'est ça, au tout début, ouais. Vous avez aujourd'hui la dernière version de ChatGPT. Alors nous, vous l'avez peut-être aussi, on a la partie Enterprise. On a vu que maintenant, il commençait à sourcer. Mais quoi qu'il en soit, la version grand public la plus utilisée de GPT, c'est celle qui est embarquée dans Bing ou dans donc Microsoft Copilot, mais également dans le navigateur de Microsoft Edge et bientôt sur Windows. Ça va bientôt être déployé sur Windows en natif. Et en fait, celle-ci source systématiquement les réponses. Voilà, c'est une obligation. En tout cas, il s'oblige à le faire. D'ailleurs, initialement et même concrètement, si vous utilisez d'un côté Gemini, de l'autre côté Copilot, vous verrez que Copilot, c'est systématique. Gemini, ça ne l'est pas encore. Voilà. Et sur la partie GPT 4+, ça y est, il commence à sourcer. Alors, je ne suis pas certain que ce soit systématique, mais voilà. Ce qui est important, et on peut le souligner dans ce que disait Nicolas, avec la tribune de son client sur la partie commissaire aux comptes, c'est que ChatGPT va s'arrêter en 2023, sur GPT-4 2023. Par contre, sur Gemini, c'est du temps réel. Et ça, c'est assez énorme parce que la puissance de calcul est titanesque et on ne s'attendait pas du tout à ce résultat-là. Pour le coup, c'est vraiment un test presque totalement fortuit. Allez, tiens, on va regarder. Et en réalité, là, on se rend compte que il prend notre article. Et on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit du temps réel. Avec un petit bémol quand même sur ces réponses, en fait, qui est quand même que avec la même question, à 30 secondes d'intervalle, on ne va pas avoir nécessairement la même réponse et les mêmes sources. Donc c'est pour ça que je disais que c'est vraiment, on voit bien ce qui se dessine. En revanche, les contours sont encore un peu flous. On est quand même un petit peu sur certains sujets, c'est de la peinture impressionniste encore un peu à ce stade. Hein. Oui, tout à fait. Il faut savoir que pour Copilot, ils vont s'inspirer de leurs réponses aussi en prenant en compte évidemment leur modèle de langage, un système de contrôle qualité, mais je ne sais pas exactement lequel, l'historique de vos conversations récentes avec Copilot. Donc, il y a une certaine forme de mémorisation, de mémoire, mais pas encore très développée, mais un petit peu. Et puis, ce qu'on appelle le méta-prompt, c'est-à-dire le prompt que vous avez utilisé dans la thématique et les récentes conversations. Voilà. Mais on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui. Et du coup, quid des médias qui interdisent aux services de génération de texte de crawler et d'utiliser du coup leur site? Qu'est-ce que tu… c'est une excellente question. Malheureusement, je n'aurai pas de réponse ferme. J'aimerais bien en avoir une. Je suis tenté de penser que si vous utilisez la balise robot.txt, no index, no follow, qui est censé exclure, c'est ce que les Microsoft, OpenAI, Google disent aux médias ou aux sites qui n'ont pas envie d'être crawlés par les modèles de langage. Si vous utilisez le robot.txt et vous leur dites vous n'avez pas le droit de suivre les liens, vous n'avez pas le droit d'indexer les pages, je suis tenté de penser, en théorie, que ça fonctionne. Maintenant, on a vu sur la première phase, le premier cycle d'entraînement des modèles de langage, qu'en réalité,
ils ont fait fi de toutes ces interdictions et ils ont surtout fait un maximum pour manger tout le web et s'en nourrir, pour apprendre. Je vous disais tout à l'heure que OpenAI a créé Whisper, qui est un outil qui allait manger toutes les vidéos YouTube et retranscrire l'audio, les fichiers audio, en texte pour apprendre. Et ils l'ont fait évidemment sans autorisation. Ce qu'on a compris, c'est que Google était au courant, mais n'a rien fait contre. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, je ne veux pas souffler le chaud et le froid, mais la réalité technique, c'est que OpenAI et Gemini font un peu comme ils veulent. J'ai l'impression que Google est un petit peu plus respectueux. Donc si vous dites non, c'est non. Pour OpenAI, ils y sont allés un petit peu l'épaule en avant, hein, pour être clair. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, je voulais juste deux questions, dont une que je ne voudrais pas donner l'impression qu'on élude la question sur OpenAI, justement, sur quelle est votre source sur la négociation. Alors, je te renvoie la patate chaude, David, puisque c'est moi. Mais je crois que c'est présent c'est mentionné comme une négociation qui serait en cours dans un article de Google, mais je suis pas. Pardon, c'est AFP avec OpenAI, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y aurait des négociations, mais j'ai pas du tout de. C'est ce qui se murmure, donc il n'y a pas de source fiable aujourd'hui pour dire qu'il y a un accord, il n'y en a pas. Comme je vous le disais, ce serait. En tout cas, ils essaieraient de trouver un moyen de faire des choses ensemble. Voilà, mais c'est pas. De toute façon, aujourd'hui, OpenAI va toquer à la porte, tout comme Google, hein, de tous les médias et les sources d'informations pour tenter de trouver des accords à un monde un petit peu plus, à une collaboration un peu plus structurée que la première phase. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui se murmure, mais c'est encore l'emploi du conditionnel. Et derrière, du coup, je ne sais pas si tu as vu, Nicolas, il y a une question sur le lien express qui a plus de valeur que le lien implicite. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Je peux, mais je pense que David le fera mieux que moi, parce que là, c'est pour le coup un peu plus technique. En fait, ma réponse, elle va être assez claire. C'est pas parce que le brevet est déposé et que c'est utilisé, et ça, j'en ai l'intime conviction, qu'on sait exactement dans quelle proportion. Vous savez que Google dispose de plusieurs centaines de critères et qu'il n'a jamais communiqué réellement sur leur pondération. D'ailleurs, il ne le fera jamais. Vous savez que Google était à la barre d'un procès retentissant aux États-Unis en fin d'année dernière, qu'ils ont dû dévoiler une partie des critères qui faisaient l'algorithme, dont quelque chose qu'on avait déjà en tête mais simplement dont on n'avait jamais eu de confirmation. Pour autant, on n'a pas su quel poids ça avait. C'était l'engagement de l'utilisateur avec le résultat. Donc, si je suis présent premier, deuxième ou troisième, le fait que l'internaute s'engage avec mon résultat, donc pas simplement clique dessus, mais s'engage et ne revient pas nécessairement sur Google après avoir lu votre contenu, eh bien, était un critère. On en avait la conviction depuis 2019. On avait d'ailleurs déjà pris la parole sur ce sujet avec un client, mais on n'avait pas de confirmation. Bon, ça a été confirmé, mais pour autant, on ne sait pas dans l'ensemble quel est le poids. De la même manière, là, on ne sait pas du tout quel est le poids du lien implicite. Mais en revanche, on sait parfaitement que c'est lu, vu et pris en compte parce qu'il nous remonte des choses assez facilement. Voilà, et on l'a vu à travers nos tests. Hein, on pratique pour l'agence WAM également des relations presse. Pour le coup, on est le cordonnier bien chaussé. Et quand on demande à Copilot ou à Gemini qui est l'agence WAM, on retrouve des informations qu'on a pris soin de distiller récemment. Donc, on voit que ça c'est parfaitement repéré. L'entité de marque plus le sujet est parfaitement repéré. Voilà. Merci David. Il y a Elisa également qui nous pose la question, tu sais, sur le graphique avec Wikipédia. Oui. Comment réussir du coup à être répertorié et y rester surtout dans Wikipédia? Alors, il y a deux façons d'y aller.
La première, c'est d'entrer par Wikipédia, de tenter une inscription, mais vous savez que c'est très modéré et à juste titre, puisqu'il s'agit d'une encyclopédie. Ça veut donc dire que, et ils ont beaucoup renforcé les verrous pour être éligible. Vous devez avoir une marque qui existe depuis plusieurs années et qui a produit des informations, c'est-à-dire des études ou des livres encyclopédiques qui ont fait avancer la recherche dans un domaine. Si par exemple vous avez publié un livre exploratoire avec des recherches, par exemple, si avec Nicolas on écrivait un livre avec un protocole scientifique qui relate de cette expérience exploratoire sur le poids des RP pour la présence dans les modèles de langage et donc dans les agents conversationnels, et que ça avait une valeur scientifique, si on la décrivait de façon totalement désintéressée, on pourrait être éligible dans la partie Wikipédia. Donc, c'est ainsi que vous retrouvez des entreprises du CAC 40 et autres qui sont présentes dans Wikipédia avec une page descriptive. Encore une fois, factuelle. Par contre, si vous employez des mots d'ordre publicitaire, promotionnel, du marketing, de la communication, là, vous êtes directement, pardonnez-moi, mais dézingué de Wikipédia, et à juste titre. Donc, il faut vraiment montrer patte blanche. Et le plus souvent, ce qui peut fonctionner, c'est que les médias vous reprennent, parlent de vous. Alors, ce n'est pas parce que vous avez embauché 15 personnes, hein, mais parce que vous êtes une source, un appui, parce que vous avez fait une étude spécifique ou encore une fois, fait avancer un domaine par votre prise de parole, ou voilà, par exemple. Alors ça, c'est le premier point, c'est Wikipédia. Et le deuxième, mais bon, il était implicite dans ma réponse, c'est la reprise par les médias. Les médias permettent à Wikipédia, et en tout cas à Google avec son Knowledge Graph, parce que Wikipédia n'est qu'une partie du Knowledge Graph de Google. Google a fait son propre Knowledge Graph qui est beaucoup plus vaste que Wikipédia. Et en fait, il prend source beaucoup dans les médias, les Échos en France, Le Monde, ou aux États-Unis, Forbes, par exemple, ou New York Times, sont votre présence garantit que, puisqu'il y a une exigence éditoriale, garantit a priori que vous êtes une source fiable. Voilà. Donc c'est assez difficile d'y entrer en réalité, hein. Il faut pouvoir montrer patte blanche. Et tout ce qui est affirmé sur Wikipédia doit être sourcé. Si ce n'est pas sourcé, si vous avancez sur des chiffres relatifs à votre entreprise, une levée de fonds, un nombre de salariés, etc., tout doit être sourcé depuis des sources indépendantes, donc le plus souvent depuis des médias autoritaires identifiés comme tels. Oui, tout à fait. Et alors, attention, à maîtriser avec prudence aussi Wikipédia, parce que faut toujours aussi se poser la question de ce que peuvent en faire les personnes qui vous veulent pas forcément du bien, les concurrents, les personnes mal intentionnées, etc. Parce que des gens qui jouent bien le jeu, il n'y a pas que ça sur Terre, malheureusement, et on peut être particulièrement filou avec Wikipédia et sourcer des articles qui disent du mal de vous, ou qui mettent en question un certain nombre de choses qui peuvent être gênantes pour vous. Et une fois que c'est sur votre page, c'est très compliqué, voire impossible à faire partir, hein. Ok, très clair. Merci. Et enfin, on s'écarte un petit peu du sujet IA, etc. Mais les marques qui vont se focaliser sur leur cible un petit peu Gen Z, qui délaissent un petit peu Google au profit de TikTok, de YouTube par exemple. Qu'est-ce que tu peux leur préconiser, David ? C'est un fait, hein, Google, notamment aux États-Unis, mais globalement sur la planète, depuis 20 ans, est le premier SaaS d'entrée au web, et donc la première plateforme de connexion entre finalement une marque et puis ses futurs clients. Je vais vous partager rapidement la présentation si vous avez quelques minutes, parce qu'effectivement, on est tout à fait au fait de ces éléments-là et totalement d'accord avec cette idée-là
que finalement, si on regarde ici sur... on l'avait un peu anticipé, pour être honnête, même si on ne connaît pas la personne qui a posé la question. La Gen Z, elle préfère effectivement de rechercher les marques sur les réseaux sociaux plutôt que les moteurs de recherche. Et un petit peu comme Instagram l'est avec Facebook, les plus jeunes utilisent Google, mais c'est surtout les parents. Les plus jeunes trouvent d'autres moyens d'accéder à l'information. D'abord, ça dépend le type d'information, mais effectivement, il y aurait plus de la moitié des consommateurs de la Gen Z qui utiliseraient les médias sociaux pour trouver une marque, contre 45% qui se tournent vers les moteurs. Donc, il y a un vrai changement. Hein. Effectivement, il y a une partie du trafic qui file maintenant chez Insta, un peu Snapchat, mais aussi et surtout sur TikTok. Ça, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pourquoi Google, aux États-Unis, pour le moment, a intégré sur un certain nombre de recherches les shorts TikTok directement dans les réponses Google pour que vous puissiez les consommer au sein de l'écosystème Google. Parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils allaient perdre une partie de leur trafic. Vous voyez à droite le graphique. Hein. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis surtout, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la Gen Z va préférer la recherche visuelle à la recherche textuelle, ou plutôt la façon de rechercher d'une part, mais aussi le texte, la réponse, consommer la réponse. Et le meilleur exemple, c'est si je veux aller faire la fête quelque part avec des amis, est-ce que je vais passer par Google Maps ou est-ce que je vais passer par TikTok qui m'immerge directement, propose dans le lieu et dans une soirée pour comprendre ce qui s'y passe. Bon, ben voilà. Et là, TikTok est vraiment mieux fait pour ça. Maintenant, Google a sorti aussi la recherche visuelle aux États-Unis à travers Google Lens, mais aussi Circle to Search, qui n'est pas encore lancé en France, mais aux États-Unis, où vous pouvez prendre une photo de n'importe quoi et rechercher tout ce que vous voulez sur la photo. Un produit, un lieu, etc. Et c'est assez impressionnant la façon dont ça fonctionne. Mais effectivement, ça montre que ici, il y a des statistiques sur l'utilisation de TikTok aux États-Unis. Ça veut dire que si demain, selon les types de recherche, par exemple des recettes ou de la musique ou du do-it-yourself, tous les tips faits par soi-même ou des conseils pour la mode, des routines d'exercice physique ou de mode beauté ou recommandations de produits. Si vous n'êtes pas sur TikTok, effectivement, ça ne marche pas. Exactement. Donc, c'est un nouvel écosystème à préempter en plus de ceux existants. C'est effectivement, j'arrête là, mais on pourra vous donner les statistiques et effectivement, l'algorithme de TikTok est très évolué et il est clair que vous avez raison, les agents conversationnels viennent bousculer pour les prochaines années probablement la place de Google dans le parcours de recherche, mais TikTok aussi. Et Google n'a jamais été aussi bousculé dans son précaré en réalité. Complètement d'accord avec la remarque. Ce qui est intéressant, si je peux me permettre d'ajouter ça aussi sur TikTok, c'est le vote qui a eu lieu samedi dernier à la Chambre des représentants américaine, qui laisse planer l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Hein, sauf s'ils acceptent de vendre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui serait capable d'acheter. Tout à fait. Et petit clin d'œil, si on parle de 60 milliards de dollars, c'est à peu près ce que les États-Unis viennent de mettre pour l'Ukraine. Donc c'est un enjeu aussi plus ou moins géostratégique qu'il y a derrière et la défense des intérêts américains, donc probablement de Google aussi dans l'affaire. Tout à fait. Oui, donc le mystère reste encore en suspens. En tout cas, vous retrouverez l'intégralité de cette session questions-réponses dans le e-book qu'on rajoutera à la suite, David et Nicolas. Vous retrouverez également le replay. Nous vous enverrons ça dans les prochains jours, je pense demain. On nous dit dans le chat que c'est parfait. Merci pour ces explications. Il y a une dernière question, je viens de voir à l'instant de Louisa qui demande si les vidéos TikTok apparaissent sur la SERP en fonction de l'intention de recherche. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, oui. Et puis sur toutes les thématiques dont on a parlé qui amènent du tuto ou de la vidéo,
c'est-à-dire des idées de recettes, nouveautés musique, bricolage ou do it yourself, des fashion advice, ce que je disais, ou workout routines, ou tout ce qui est conseils cosmétiques, ce genre de choses, effectivement. Mais c'est aux États-Unis. On n'a pas les shorts aujourd'hui disponibles en France encore. Voilà, c'est des choses qui sont disponibles aux États-Unis pour le moment. Merci David. Bah, écoutez, je crois qu'on va pouvoir vous laisser. Si vous avez plus de questions spécifiques, on vous invite à envoyer directement un mail via contact@agence-wam.fr ou via notre formulaire de contact sur notre site dans lequel vous spécifiez le contexte de votre marque, vos objectifs. On vous répondra dans les plus brefs délais. Donc, merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.